les meilleurs des mondes. Un bâtiment gris et trapu de 34 étages seulement. Au-dessus de l'entrée principale, les mots « Centre d'incubation et de conditionnement de Londres central » et dans une écusson, la devise de l'État mondial « Communauté, identité, stabilité ». L'énorme pièce du rez-de-chaussée était exposée au nord. En dépit de l'été qui régnait au-delà des vitrines, en dépit de toute la chaleur tropicale de la pièce elle-même, ce n'étaient que de maigres rayons d'une lumière crue et froide qui se déversaient par les fenêtres. Les blouses des travailleurs étaient blanches, leurs mains gantées de caoutchouc pâle, de teinte cadavérique. La lumière était gelée, morte, fantomatique. Ce n'était qu'au cylindre jaune des microscopes qu'elle empruntait un peu de substance riche et vivante, étendue le long des tubes comme du beurre. Et ceci, dit le directeur, ouvrant la porte, c'est la salle de fécondation. Au moment où le directeur de l'incubation et du conditionnement entra dans la pièce, 300 fécondateurs, penchés sur leur instrument, étaient plongés dans le silence, où l'on osait à peine respirer, dans ces chantonnements ou les sifflotements inconscients par quoi se traduit la concentration la plus profonde. Une bande d'étudiants nouvellement arrivés, très jeunes, roses et imberbes, se pressait, pénétré d'une certaine appréhension, voire de quelque humilité, sur les talons du directeur. Chacun d'eux portait un cahier de notes, dans lequel, chaque fois que les grands hommes parlaient, ils griffonnaient désespérément. Ils puisaient ici leur savoir à la source même. C'était un privilège rare. Les DIC de Londres central s'attachait toujours à faire faire à ces nouveaux étudiants, sous sa conduite personnelle, le tour des divers services. Simplement pour vous donner une idée d'ensemble, leur expliqua-t-il, car il fallait bien entendu qu'ils eussent un semblant d'idée d'ensemble, si l'on voulait qu'ils fissent un jour leur travail intelligemment, et cependant qu'ils s'en eussent le moins possible, si l'on voulait qu'ils fussent plus tard des membres convenables et heureux de la société. Car les détails, comme chacun le sait, conduisent à la vertu et au bonheur. Les généralités sont, au point de vue intellectuel, des mots inévitables. Ce ne sont pas les philosophes, mais bien ceux qui s'adonnent au bois de couper et aux collections de timbres qui constituent l'armature de la société. Demain, ajouta-t-il, leur adressant un sourire empreint d'une bonhomie légèrement menaçante, vous vous mettrez au travail sérieusement. Vous n'aurez pas de temps à consacrer aux généralités. D'ici là, c'était un privilège, de la source même, droit au cahier des notes. Les jeunes gens griffonnaient fébrilement. Grand, plutôt maigre, mais bien droit, le directeur s'avança dans la pièce. Il avait le menton allongé et les dents fortes, un peu proéminentes, qui parvenait tout juste à recouvrir, lorsqu'il ne parlait pas, des lèvres pleines à la courbe fleurie. Vieux, jeune, 30 ans, 50 ans, 55 ans, c'était difficile à dire. Et au surplus, la question ne se posait pas. Dans cette année de stabilité, cette année 632 DNF, il ne venait pas à l'idée de personne de la poser. Je vais commencer par le commencement, dit le DIC, et les étudiants les plus zélés notèrent son intention dans leur cahier. Commencer par le commencement. Ceci, il agita la main, ce sont des couveuses. Et, ouvrant une porte de protection thermique, il leur montra des porte-tubes empilés les uns sur les autres, et plein de tubes à essai numérotés. L'approvisionnement d'ovules pour la semaine, maintenu, expliqua-t-il, à la température du sang, tandis que les gamètes mâles, et il ouvrit alors une autre porte, doivent être gardés à 35 degrés au lieu de 37. La pleine température du sang est stérile. Des béliers enveloppés de thermogènes ne procréent pas d'agneaux. Toujours appuyé sur les couveuses, il leur servit, tandis que les crayons couraient illisiblement d'un bord à l'autre des pages, une brève description du procédé moderne de fécondation. Il parla d'abord, bien entendu, de son introduction chirurgicale, de cette opération subie volontairement pour le bien de la société, sans compter qu'elle comporte une prime se montrant à 6 mois d'appointement. Il continua par un exposé sommaire de la technique de la conservation de l'ovaire excisé à l'état vivant et en plein développement. Passa à la considération sur la température,
la salinité, la viscosité optimale. Il fit allusion à la liqueur dans laquelle on conserve les ovules détachés et venus à maturité. Et menant ses élèves aux tables de travail, leur montra effectivement comment on retirait cette liqueur des tubes à essai, comment on la faisait tomber goutte à goutte sur les lames de verre pour préparatifs microscopiques spécialement tiédis, comment les ovules qu'ils contenaient étaient examinés au point de vue des caractères anormaux, comptés et transférés dans son récipient poreux, comment il les amena à leur voir cette opération. Ces récipients étaient immergés dans un bouillon tiède contenant des spermatozoïdes qui nageaient librement, à la concentration minimale de 100 000 par centimètre cube, insista-t-il. Et comment, au bout de 10 minutes, le vase était retiré du liquide et son contenu examiné de nouveau. Comment, s'il y restait des ovules non fécondés, on l'immergeait une deuxième fois et, si c'était nécessaire, une troisième fois. Comment les ovules fécondés retournaient aux couveuses, où les alpha et les bêta demeuraient jusqu'à leur mise en flacon définitive, tandis que les gamma et les delta et les epsilon en étaient extraits, au bout de 36 heures seulement, pour être soumis au procédé de Bokanovski. Au procédé Bokanovski, répéta le directeur, et les étudiants soulignèrent ces mots dans leur calepin. Un œuf, un embryon, un adulte, c'est la norme. Mais un œuf bokanovskifié a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser, de 8 à 96 bourgeons, et chaque bourgeon deviendra un embryon parfaitement formé, et chaque embryon un adulte de taille complète. On fait ainsi pousser 26 êtres humains, là où on n'en pousserait autrefois qu'un seul, les progrès. La bokanovskification, dit le DIC, pour conclure, consiste essentiellement en une série d'arrêts du développement. Nous enrayons la croissance normale et assez paradoxalement, l'œuf réagit en bourgeonnant. Réagit en bourgeonnant, notèrent les étudiants. Les crayons s'affairaient. Il tendit les bras. Sur un transporteur en mouvement lent, très lent, un porte-tube plein de tubes à essai pénétrait dans une grande caisse métallique. Un autre en sortait. Il y avait un léger ronflement des machines. Les tubes mettaient 8 minutes à traverser la caisse de bout en bout, leur expliqua-t-il, soit 8 minutes d'exposition aux rayons durs, ce qui est à peu près le maximum que puisse supporter un œuf. Un petit nombre mourait. Les autres, les moins influencés, se divisaient en deux. La plupart proliféraient en 4 bourgeons, quelques-uns en 8. Tous étaient renvoyés aux couveuses, où les bourgeons commençaient à se développer. Puis au bout de 2 jours, on les soumettait soudain au froid et à l'arrêt de croissance. En 2, en 4, en 8, les bourgeons bourgeonnaient à leur tour. Puis ayant bourgeonné, ils s'étaient soumis à une dose d'alcool, presque mortelle. En conséquence, ils proliféraient de nouveau, et ayant bourgeonné, on les laissait alors se développer en paix. Bourgeon de bourgeon de bourgeon. Tout nouvel arrêt de croissance était généralement fatal. À ce moment, l'œuf primitif avait de fortes chances de se transformer en un nombre quelconque d'embryons compris entre 8 et 96, ce qui est, vous en conviendrez, un perfectionnement prodigieux par rapport à la nature. Des jumeaux identiques, mais non pas en maigre groupe de 2 ou de 3, comme aux jours anciens de reproduction vivipare. Alors qu'un œuf se divisait parfois accidentellement, mais bien par douzaines, par vingtaines, d'un coup. Par vingtaine, répéta le directeur, et il écarta les bras, comme s'il faisait de libéralité à une foule. Par vingtaine. Mais l'un des étudiants fut assez sot pour demander en quoi récitait l'avantage. Mon bon ami, dit le directeur, se tournant vivement vers lui, vous ne voyez donc pas? Vous ne voyez pas? Il leva la main. Il prit une expression solennelle. Le procédé Bokanovski est l'un des instruments majeurs de stabilité sociale. Majeur de stabilité sociale, notèrent les étudiants. Des hommes et des femmes conformes au type normal, en groupe uniforme. Tout le personnel d'une petite usine constituée par les produits d'un seul œuf, bokanovskifié. 96 jumeaux identiques, faisant marcher 96 machines identiques. Sa voix était presque vibrante d'enthousiasme.
On sait vraiment où l'on va. Pour la première fois dans l'histoire, il cita la devise planétaire. Communauté, identité, stabilité. Des mots grandioses. Si nous pouvons volcanovskifier indéfiniment, tous les problèmes seraient résolus. Résolus par les gammas de type normal, des deltas invariables, des epsilon uniformes, des millions de jumeaux identiques. Les principes de la production en série appliqués à la biologie. Mais hélas, le directeur hochait la tête, nous ne pouvons pas volcanovskifier indéfiniment. 96, telle semblait être la limite. 72, une bonne moyenne. Fabriqués avec les mêmes ovaires et les mêmes gamètes du même mâle, autant de groupes que possible, des jumeaux identiques, c'était là ce qu'ils pouvaient faire de mieux. Un mieux qui n'était malheureusement qu'un pis-aller. Et cela, c'était déjà difficile. Car, dans la nature, il faut 30 ans pour que 200 ovules arrivent à maturité. Mais notre tâche, c'est de stabiliser la population en ce moment. Ici, maintenant. Produire des jumeaux au compte-gouttes, tout au long d'un quart de siècle. À quoi cela servirait-il? Manifestement, cela ne servirait absolument à rien. Mais la technique des pod-snap avait immensement accéléré le processus de la maturation. On pouvait s'assurer au moins 150 œufs mûrs en l'espace de 2 ans, que l'on féconde et que l'on volcanovskifie, en d'autres termes, qu'on multiplie par 72 et l'on obtient une moyenne de presque 11 000 frères et sœurs dans 150 groupes de jumeaux identiques, tous du même âge, à 200 près. Et dans des cas exceptionnels, nous pouvons nous faire livrer par un seul ovaire plus de 15 000 individus adultes. Faisant signe à un jeune homme blond au teint vermeil qui passait par hasard à ce moment. « Monsieur Foster !» appela-t-il. Le jeune homme au teint vermeil s'approcha. « Pourriez-vous nous indiquer les chiffres maximum obtenus d'un seul ovaire, Monsieur Foster ?» « 16 012 dans ce centre-ci, répondit Monsieur Foster, sans aucune hésitation. Il parlait très vite, avait l'œil bleu et vif, et prenait un plaisir évident à citer les chiffres. 16 012 et 189 groupes d'identiques. Mais bien entendu, on a déjà fait beaucoup mieux, continua-t-il vigoureusement, dans quelques-uns des centres tropicaux. Singapour en a souvent produit plus de 16 015. Et Mombasa a effectivement atteint les 17 000. Mais ceux qui sont injustement privilégiés aussi. Il faut voir comment un ovaire réagit au liquide pituitaire. Il y a là de quoi vous étonner, quand on est habitué à travailler sur des matériaux européens. Néanmoins, ajouta-t-il en riant, nous avons l'intention de les dépasser s'il y a moyen. Je travaille en ce moment sur un merveilleux ovaire de delta-. Il n'y a que 18 mois, tout juste. Plus de 12 500 enfants déjà sont décantés en embryon. Voilà l'état d'esprit qui me plaît, s'écria le directeur, et il donna une tape sur l'épaule de M. Foster. Venez donc avec nous et faites profiter ces gamins de votre savoir d'expert. M. Foster sourit modestement, avec plaisir. Ils les suivirent. Dans la salle de mise en flacon, tout était agitation harmonieuse et activité ordonnée. Des plaques de péritoinite détruites, toutes coupées aux dimensions voulues, arrivaient continuellement dans des petits monte-charges du magasin aux organes dans le sous-sol. Bzzz, et puis flac. Les portes du monte-charges s'ouvraient toutes grandes. Les garnisseurs de flacons n'avaient qu'à allonger la main, prendre la plaque, l'introduire, aplatir le bord, et avant que les flacons aient ainsi garni eut le temps de s'éloigner, lors de la porte, le long du transporteur sans fin. Bzzz, flac. Une autre plaque de péritoinite était montée vivement des profondeurs souterraines, prête à être introduite dans un autre flacon. Les suivants dans cette lente procession, interminable sur le transporteur. Après les garnisseurs, il y avait des immatriculeurs. Et un à un, les œufs étaient transférés de leur tube à essai dans des récipients plus grands. Avec dextérité, la garniture de péritoinite était incisée, la morula y était mise en place, la solution saline y était versée. Et déjà les flacons étaient passés plus loin, et c'était autour des étiqueteurs. L'hérédité, la date de fécondation, les indications relatives au groupe Borankowski, tous les détails étaient transférés des tubes à essai à flacons.
Non plus anonyme, mais nommé, identifié, la procession reprenait lentement sa marche. Sa marche à travers une ouverture de la cloison. Sa marche pour entrer dans la salle de prédestination sociale. 88 mètres cubes de fiches sur le carton, dit M. Foster, avec un plaisir manifeste, comme il s'entrait. Contenant tous les renseignements utiles, ajouta le directeur, mis à jour tous les matins et coordonnés tous les jours, dans l'après-midi, sur la base desquels on fait des calculs. Tant d'individus de telle et telle qualité, dit M. Foster, répartis en telle et telle quantité. Le pourcentage de décantation optimum à n'importe quel moment donné. Les pertes imprévues étaient promptement compensées. Promptement, répéta Foster. Si vous saviez combien j'ai dû faire d'heures supplémentaires après le dernier tremblement de terre au Japon. Il eut un rire de bonne humeur et hocha la tête. Les prédestinateurs envoient leurs chiffres aux fécondateurs, qui leur donnent des embryons qu'ils demandent, et les flocons arrivent ici pour être prédestinés en détail, après quoi on les descend au dépôt des embryons. Où nous allons maintenant nous rendre nous-mêmes, et ouvrant une porte, M. Foster s'est mis à leur tête, pour descendre un escalier et les mener au sous-sol.